Pendant 2 ans, j'ai rien fait. Et là, je me suis dit, il faut recommencer, mais il faut recommencer fort. Parce que le travers des gens, c'est souvent de se dire waouh, le rendement est canon. Et en fait, si dans 10 ans, tu refais tous les appartes, et même en mettant au prix du marché et en réalignant, bah, ton rendement, tu le perds. C'est une grosse erreur de faire ça, mais je le garde par affect. Mais en réalité, je devrais encaisser la plus-value et le réinvestir. Salut David. Salut Julien. Ça va? Ça va et toi? Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'être venu, d'avoir fait ce long trajet Lille-Toulouse. C'est ça, sur la journée. Voilà, sur la journée, l'aller-retour, pour nous parler de ton parcours, pour nous parler de qui tu es, de ton parcours perso, mais ton parcours surtout d'investisseur immobilier, puisque c'est on va dire l'essence même du podcast, c'est de parler d'investissement, et principalement d'immobilier. David, on se connaît, on en parlera plus tard à la fin, c'est pas vraiment le cœur du sujet, on se connaît parce que tu fais partie de l'équipe Artae, et c'est toi qui pilote et développe la partie nord. C'est très très loin de mon univers toulousain à la base. Mais comme quoi, voilà, Artae s'internationalise, hein, parce que c'est quand même, c'est presque c'est quand même notre culture. mais voilà, je suis très content en tout cas de te voir, parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai d'ailleurs. C'est vrai. Franchement, ça fait des mois qu'on bosse ensemble, et comme quoi, à l'ère du digital, on peut travailler avec des gens qu'on n'a jamais vus, qui possiblement n'existent pas, mais au moins... Au moins, t'es sûr que voilà, j'existe. c'est ça, on voit et moi aussi. C'est ça. T'es sûr que j'existe. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà pour moi, même si je te connais déjà, et puis pour les gens qui nous écoutent? Écoute, je suis David, du coup j'ai 36 ans. Je viens du Nord, donc ça fait du sens parce que tu m'as confié la région Nord. Effectivement, je suis né à Lens et je suis un pur produit de la région. Donc, Okay. mes deux grands-pères étaient mineurs de fonds. Mes parents ont grandi dans la région, ils ont fait les marchés dans la région. Ouais. Donc, ce qui m'a amené à découvrir toutes les villes et toutes les populations. Les mineurs, c'était ce qu'on appelle les corons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. les corons, c'était les logements de fonction. Les logements, ok. Ils avaient des logements de fonction, donc ils ne payaient pas les logements ni le chauffage. Ok. C'est une particularité. Donc ça, c'est ces gens-là qu'on appelle les corons. Non, Ah, c'est non, le logement lui-même. C'est le logement, les quartiers, Ah, ok, on appelait ça ok. des corons. Ok. Et en fait, eux, c'était les mineurs, mais Ok. du coup, tu avais des maisons sans aucune isolation et tout le monde s'en foutait. Il faisait 27 degrés, tu payais pas le charbon. Ouais, d'accord. C'était très particulier. Ok. 27 degrés, c'est bien. Hein. Ouais, Dans le Nord, c'est confortable. Ah, mais c'est ça, en hiver, chez mes ouais. grands-parents, il faisait toujours très très chaud. Ok. C'est une particularité. Ok, cool. T'es quoi ton enfance? Comment t'as grandi comment? Ben, écoute, alors moi je suis né dans un coron, parce que pour les coffrets, ils ont mis en location avant que mes parents achètent leur maison. Ok. Mes grands-parents ont vécu dans des corons. Ma grand-mère qui me reste vit encore dans un coron, Ok. tu vois, parce que les logements de fonction restaient au conjoint après. J'ai grandi à côté de Noyelles-sous-Lens, enfin à côté de Lens, Noyelles-sous-Lens. Ok. Et puis après, à 12 ans, mes parents sont partis du côté d'Arras. On pourra en parler en fonction des villes, mais tu vois qu'il y a une évolution naturelle à aller à Arras plutôt qu'à Lens. Il me semble dans que c'est un projet de vie. un peu plus haut de gamme, non? C'est un peu plus sympa à vivre. Ouais. C'est un peu plus sympa à vivre. Moi, je suis un parcours typique. J'ai fait une école de commerce après. Ok. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait de l'investissement immobilier. Ok. T'as commencé quand cet investissement immobilier? Ma première RP était à 27 ans. Ok. Ensuite, mon premier investissement à 29 ans. Ouais. Et ensuite, du 2e au 14e. Ok. C'était Ça annonce déjà la couleur. Ça avance c'est de bien, plus en plus vite. C'était ok. de 31 à 36 ans, du coup. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on démarre par ce premier investissement. Déjà, comment ça t'est venu, l'appétence à l'investissement immobilier? Parce qu'on a tous des raisons différentes de l'avoir fait. Et après, la deuxième question, c'est d'enchaîner sur quels ont été les critères, on va dire, de sélection pour faire ce premier investissement. Parce que souvent, les gens réfléchissent pendant 1 an, 2 ans, ne font rien. Donc toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et comment tu l'as fait? Alors, chez moi, c'était plutôt culturel. Tu vois, mes parents faisaient les marchés. Et donc, comme tous les commerçants en France... Ils vendaient quoi? Ils vendaient des bonbons et des chocolats. Alors, j'ai une enfance super difficile, t'imagines, Ah ouais. avec des tonnes de bonbons et de chocolat à la maison. Ouais. Et donc, comme tous les commerçants, parce que t'es en France, ils n'auront pas de retraite. Et donc, ils ont toujours acheté des maisons et fait du locatif. Chose que je pouvais pas faire avec un CDI, parce que tu n'engranges pas les mêmes sommes d'argent au début quand tu travailles. Et donc, j'ai dû le faire plus intelligemment. Donc, j'ai toujours voulu en faire, mais pas de la même façon. Et donc, je me suis beaucoup porté sur la fiscalité, comment monter. Et c'est là que j'ai entendu parler de LMNP, de SCI, qui était complètement étranger pour moi. Et ensuite, je suis tombé tout simplement sur une bonne affaire à 3 maisons de là où mes parents vivaient, où il y avait tout à refaire. Donc, c'était une super maison à Saint-Laurent-Blangy, pour ceux qui connaissent, une ville collée à Arras, de 50 mètres carrés, où j'ai laissé 3 murs. Ah, c'est une petite maison. C'était une petite... Maintenant, j'en fais 90, par contre, après 1 an et demi de travaux. Okay. Mais c'est une maison individuelle, et j'ai laissé 3 murs. J'ai même cassé la dalle. J'ai laissé juste la dalle en dessous des 3 murs. Ah ouais, incroyable. Il n'y avait plus rien, quoi. Il y avait littéralement 3 murs en briques. En briques.
Et tu peux nous donner quelques chiffres sur cette maison? Alors, cette maison était vraiment pas chère. Hein. À l'époque, je l'ai acheté 35 000 euros. 35 000 euros. Bon, il y avait que 3 murs à garder pour ma défense. 35 000 euros, j'ai fait à peu près 80 000 euros de travaux. Dedans, le temps de tout refaire. J'ai tout refait avec mon père en 1 an et demi. C'était volontaire aussi sur le premier investissement de tout faire. Ça m'a pris du temps et de l'énergie. Mais par contre, j'ai pu apprendre quasiment tous les corps de métier, au moins comprendre. Tu vois, aujourd'hui, quand je délègue de la plomberie, je sais ce qu'il doit y avoir dedans. Et aujourd'hui, elle est louée 915 € par mois. Ok, excellent. Voilà, c'est incroyable. Premier bien, c'est ça, c'est du Là, LMNP. tu la loues en meublé, en Airbnb? Non, LMNP en meublé longue durée. Longue durée, ok, incroyable. Donc voilà, c'est plutôt confortable. Et là, tu t'es dit, il faut recommencer. Parce que, alors, je me suis vraiment, pour te donner tout le parcours, je me suis pas dit il faut recommencer. J'ai divorcé entre-temps. Donc comme ça, donc forcément, ça te calme un peu. Et j'ai rencontré ma nouvelle compagne qui était très alignée avec moi. Alors là, si tu veux, l'impact d'une compagne qui va dans le même sens que toi, c'est fabuleux. Alors, vraiment, ça te donne des ailes. Donc pendant 2 ans, j'ai rien fait. Et là, je me suis dit il faut recommencer, mais il faut recommencer fort. Et donc 2021, nouvel achat d'un petit immeuble à Bully-les-Mines. Donc là, c'est vraiment une stratégie cash flow, tu vois, par rapport à une stratégie plutôt patrimoniale sur le premier. Qui est encore finalement avec un bon rendement parce que bon. C'est ça, il y a beaucoup de travaux, donc le rendement est très intéressant, mais c'est une zone théoriquement très patrimoniale. Aujourd'hui, j'ai une grosse plus-value sur celui-là, je le garde. C'est une grosse erreur de faire ça, mais je le garde par affect, parce que c'est un bien que j'ai rénové avec mon père. Mais en réalité, tu vois, pour faire un bon investissement, je devrais encaisser la plus-value et le réinvestir. Et repartir, et là, sur le deuxième, je suis sur une pure stratégie cash flow. Un immeuble, 140 mètres carrés, 147 000 €. Avec des locataires en place, mais des loyers trop petits. C'est quoi, quand tu dis loyer trop petit, ça veut dire que tu as un rendement brut pour simplifier? J'étais à peu près à 10% de rendement brut. Ce qui est déjà beaucoup pour la plupart des gens en général. Non, c'est ça, c'est déjà beaucoup, mais par contre, tu as des locataires avec des petits loyers, des cuisines à refaire, des salles de bain, tu sais, avec la cabine de douche, et un assainissement qui pose problème. Donc, tu vois, là-dessus, sachant que tu n'as pas de cave, donc quand l'assainissement pose problème, tu ventre l'immeuble, quoi. Il n'y a pas de solution. Donc, les locataires sont partis. Ça a été ma plus grosse surprise. Mon plus gros chantier post-achat, ça a été quand même l'assainissement, parce que j'ai des photos, si tu veux, de mon immeuble, ouvert en deux, littéralement, pour repasser en tout faire passer au sol. Ça, il n'y a pas de secret, quoi. Tu creuses la dalle. Et une fois que tout ça a été refait, là, j'ai pu monter. Je suis arrivé à autour de 11% de rentabilité. Par contre, d'un point de vue charge mentale, je te cache pas qu'ouvrir l'immeuble avec un assainissement qui pose problème, et le temps que les locataires sont là, tu vois, il faut que tu acceptes toutes les 2 semaines de faire passer une société de débouchage. Donc, mais ça veut dire que dans les zones où tu achètes, le contrôle assainissement est obligatoire? Il est obligatoire. Alors moi, je le demande quand il n'est pas obligatoire. Mais en fait, tu peux avoir un assainissement aux normes, mais qui ne fonctionne plus. Défaillant. Voilà, c'est ça en fait. Là, se boucher tous les 2 semaines. J'ai jamais su pourquoi, parce que j'ai complètement dévié. Mais à mon avis, tu vois, il n'y a pas assez de pente ou trop vieux, tout simplement. Mais donc là, c'était pas le raccordement qui était pas bon, c'était vraiment l'installation qui était pas trop vieille ou pas assez de pente, ou c'était une ancienne fosse, tu vois, qu'ils avaient rattachée. Et donc, par contre, effectivement, quand tu as un appel, tu es en vacances. Celui-là, il m'a demandé beaucoup de charge mentale. Il a un super cash flow. Je peux le revendre plus cher aujourd'hui, mais par contre, en termes de charge mentale, il était costaud. Bon, juste peut-être pour faire une parenthèse sur la partie assainissement, vu qu'on en parle maintenant, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant aussi. En fait, il y a des villes où le contrôle du raccordement aux eaux usées est obligatoire, d'autres où pas du tout. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter un immeuble où finalement, quand vous faites pipi, ça part avec le pluvial. Ou alors, inversement, où le pluvial part dans les eaux usées. Et on se dit souvent, le pluvial part dans les eaux usées, c'est pas très grave, quoi. Dans l'autre sens, c'est un peu plus chiant. Mais en vérité, ça fait des volumes de traitement d'eau usée beaucoup plus importants. Donc, ça a des coûts pour les usines beaucoup plus importants. Ça rallonge aussi des délais, etc. Et donc, ça fait des taxes, in fine, aussi de traitement des eaux qui sont plus importantes. Donc, voilà, c'est pour ça que les mairies imposent d'avoir un raccordement aux normes. En petit tip, ce que je fais dans les villes où c'est pas obligatoire, parce que le propriétaire te jure toujours que c'est rattaché au tout à l'égout à sa connaissance. Mais à vrai dire, il y en a même qui posent jamais la question, parce que c'est souvent le notaire qui soulève le point. En fait, le notaire soulève le point et le vendeur déclare que c'est rattaché, mais c'est pas opposable. Donc moi, ce que je demande, c'est toujours un audit. Et je suis prêt à le payer s'il est conforme. C'est-à-dire, si tu me dis qu'il est conforme, si c'est conforme, je le paye. Si c'est pas conforme, c'est pour toi. Oui, bien sûr. Tu vas pas acheter. Donc ça passe plutôt bien
comme petit point de négo, c'est facile à lâcher, ça coûte 150 €, tu vois. Oui, c'est ça, dépendamment des villes et de la taille, du nombre d'appartements qu'il y a dans les immeubles ou autres. Par contre, pour que ce soit, en tout cas, chez nous, c'est comme ça, pour que ce soit contrôlé, il faut absolument qu'il y ait un appareil sanitaire qui soit installé. C'est-à-dire il ne peut pas contrôler du plateau. Non. Parce qu'ils ne veulent pas mettre le liquide juste... en fait, il faut qu'il y ait de la pression. Donc, il faut qu'il y ait un robinet, un truc, une chasse d'eau, voilà. Mais pas juste les vacs qui soient prêtes et puis où ils vont souffler dedans, quoi. On est d'accord. Et donc, pour la petite histoire, ils mettent du colorant. Enfin, toi, tu le sais, Oui, mais voilà, ils mettent du colorant pour aller après regarder dans les regards. C'est un métier passionnant. Il y a des métiers, c'est ça que tu n'as pas envie de faire, mais comme quoi, ça aide. Alors là, dans ce cas précis, ça ne m'a pas particulièrement aidé. Il était conforme, mais non fonctionnel. Ouais. Et donc là, un autre point qui est intéressant sur ton projet, c'est que donc, tu dis, t'achètes avec plein de problèmes, tu as 10 points de rendement, tu règles tous les problèmes, c'est lourd, tu as les travaux, de la charge mentale, etc. Mais tu arrives quand même à augmenter le rendement. Oui, c'est ça. En fait, les loyers étaient sous-loués, étaient sous-évalués. Et si tu veux, l'ancien propriétaire ne pouvait pas vendre plus cher, ni louer plus cher en l'état. Ouais. C'est souvent une distorsion, en fait, parce que quand tu mets 20 000 € de loyer, et parfois tu prends plus de 2 000 € quand tu mets 20 000 € de travaux, tu peux prendre plus de 2 000 € de loyer par an. Oui. Et donc, toi, ça te permet d'aller augmenter ton rendement. Mais il faut avoir une connaissance des loyers pratiqués pour pas se faire avoir, mais aussi du coût des travaux. Parce que si tu estimes 20 000, c'est 40 000, c'est plus possible. Et quand tu maîtrises, par contre, ces 2 points, effectivement, tu as un vrai gain de rentabilité à faire. Et oui, parce que le travers des gens, c'est souvent de se dire « Waouh, le rendement est canon ». Et en fait, si dans 10 ans, tu refais tous les appartes, et même en mettant au prix du marché, en réalignant, ton rendement, tu le perds. Alors, des fois, c'est OK. Moi, ça m'est arrivé d'acheter un immeuble où, effectivement, mon rendement était à 13,5, par exemple, brut. Et je sais que quand je vais tout rénover, je vais avoir un immeuble qui sera plus quali, je vais augmenter mes loyers, mais par contre, je vais tomber à 11, quoi. Oui, alors, mais tout est OK tant que tu le sais. Voilà, tant que tu le sais. Mais tu sais aussi que la liquidité à la sortie, elle sera meilleure. Tu vas mieux pouvoir revendre, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut calculer, c'est vraiment à terme, est-ce que c'est intéressant ou pas de le faire sur le long terme aussi, quoi. Oui, c'est ça. Si tu es vision court-termiste, il n'y a souvent pas d'intérêt à faire des travaux. En général, tu prends ton rendement comme il est et tu gardes pas longtemps. Et voilà. Oui, c'est ça. Alors après, on ne fait pas de l'immobilier pour faire du court terme. En fait, le cash flow, ça peut être rassurant. C'est souvent rassurant au début, d'ailleurs, sur les premiers projets. Mais en réalité, il y a peu d'intérêt de faire du court terme. Enfin, tu n'amortis pas ton emprunt. Ouais. Les prix ne montent pas. Alors, statistiquement, ça monte. C'est pas une promesse que dans 30 ans, ça vaudra 2 fois plus, mais théoriquement, ça va monter. Et donc, faire du court terme à 3 ans, soit tu fais du marchand de biens, soit sinon le cash flow te rassure, mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc ce projet-là, finalement, tu te dis, ok, c'est possible de faire un peu plus de cash qu'avec mon premier projet. Alors que ça a été une grosse charge mentale, mais pas énorme, parce que 4 mois plus tard, je signais une maison, pour le coup. C'est une particularité du Nord, on peut trouver des maisons à 70 80 000 euros. Oui, c'est les maisons mitoyennes, tout alignées. C'est ça. Ouais. Alors là, c'est assez marrant, c'est 3 garages qui ont été transformés dans une maison, elle fait 55 mètres carrés. T'as pas d'extérieur. Mais par contre, tout était refait, enfin, tu vois, c'est nickel, j'ai un DPED dessus, pas d'anomalie. Là, tu l'as acheté, rien à faire. Là, j'ai acheté, j'ai mis le locataire. C'est quoi les prix à peu près ? 87 000 €, 700 € par mois de location. Ok, cool. Bon, sans rien faire. Sans rien faire, franchement, c'est pas mal. Et ça a été ma première expérience avec le permis de louer. Alors, nous, on a beaucoup de villes sujets au permis de louer dans le Nord, qui est passé, franchement, sans aucun problème. Mais ça a été l'occasion pour moi de l'appréhender. Ouais, très bien. Et d'où l'importance d'avoir un bon relationnel, tu vois, parce que je fais un permis de louer dans 10 jours avec cette même personne. Donc, il avait fait mon troisième. Là, c'était en quelle année le troisième ? Toujours 2021 ou début 2022, mais en tout cas... Donc attention aussi aux prix qui sont oui, cités aujourd'hui dans le podcast. C'est pareil, il y a des gens qui restent... Oui, je connais quelqu'un qui a acheté à 4... Non, en l'occurrence, ça date. Je comprends pas pourquoi maintenant c'est que ce prix-là, c'est pas normal, je vais négocier. Bon, en vérité... Non, en réalité, ça a bien changé. Et maintenant que c'est loué ce prix-là, je peux revendre plus cher. C'est-à-dire au-delà du prix au mètre carré qui aurait pu rester relativement stable, ça s'achète à 9% dans le Nord. Et donc, si tu maîtrises pas soit le permis de louer pour décourager l'ancien propriétaire, soit le vrai prix du marché pour raviser ou les travaux, tu achèteras à 9 et tu vendras à 9. Quoi. Donc, il faut être très vigilant à ça. Ok. Après, si on fait le déroulé un petit peu, c'est quoi les types de projets ? Est-ce que ça reste souvent les mêmes ? Immeuble de l'eau ou alors maison. Okay. Je suis pas monté au-dessus de l'eau. Ouais. J'ai un local commercial, mais c'est pareil, je suis un immeuble de l'eau, donc et puis je déroule. Okay. Toujours dans le secteur Lens, Arras, Douai, donc dans ce triangle, qui mélange vraiment toutes les stratégies pour le coup. Où tu as Lens, tu as vraiment une stratégie à cash flow. Après, tu vas dans la campagne entre Arras et Douai, tu as une zone hybride. Et après, Arras même, qui va être sur du patrimonial pur. Ok. Et c'est quoi la typologie des locataires qui va avec ?
Alors, tu n'as que du travailleur. Ça, c'est une particularité. Je sais qu'il y a un stéréotype dans le Nord où tu as beaucoup de chômage. Ouais. Mais en réalité, tu as beaucoup d'industries, tu as beaucoup de centres logistiques. Dans un faible secteur, tu as la nouvelle Renault 5 est produite dans ce secteur. Tu as des centres Amazon. Donc, tu arrives facilement à avoir des locataires qui sont en CDI. Mais par contre, tu as 2 points. C'est-à-dire que culturellement, je t'ai parlé tout à l'heure, les gens avaient des logements de fonction dans le Nord. Ouais. Et en fait, culturellement, il y a quand même une faible proportion des personnes qui pensent à devenir propriétaires. Okay. Et donc, si tu cumules du prix au mètre carré relativement accessible avec des gens qui veulent être locataires, bah, tu crées une tension sur un marché accessible. Alors, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, ouais. mais pour l'instant, en tout cas, c'est une vraie opportunité sur la région. Ok. Donc, pas mal de travailleurs, Des gens qui payent leur loyer. Oui, c'est vrai. Alors, mon problème de loyer impayé, d'ailleurs, j'en ai eu qu'un et c'est actuellement sur Saint-Laurent-Blangy, donc tu vois le premier. C'est pas du tout le profil que tu penses. C'est une personne qui travaille, qui est cadre, tu vois, qui maîtrise bien le cadre juridique. À l'inverse, les travailleurs ont plutôt envie de bien faire, ne veulent pas de problème. Quand tu interviens en 2-3 jours, tu es le meilleur propriétaire qu'ils n'ont jamais eu. Okay. Et donc, sinon, vraiment. les autres sont quand même moins réactifs en général là-bas, les gens qui détiennent de l'immobilier. Oui, ça traîne. Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, ils sont contents à 2-3 jours. Je suppose que leurs anciens bailleurs étaient plus longs, mais tu vois, c'est typiquement, ça se passe très bien. C'est quoi ton recul sur l'évolution du marché là-bas, justement, depuis que toi tu le pratiques? Pour le coup, les prix montent beaucoup depuis 6 mois. Alors, je cherche une nouvelle RP. Donc, pour le coup, j'ai l'occasion de vraiment voir tout le spectre. Je trouve que les prix montent très fort autour d'Arras. Lens monte, mais en fait, les prix étaient tellement bas. Ça monte comme l'inflation, pas plus. Oui, c'est ça. Et même si ça monte vite, en fait, on est passé de 1300 à 1500 euros le mètre carré. Enfin, tu vois, ça reste accessible. Ça reste purement accessible. Les loyers, par contre, les loyers sont assez hauts. Enfin, tu vois, le rendement naturel, est assez facile à trouver. Toute la particularité, par contre, ça va être de bien connaître le secteur. Parce que dans une ville, d'un quartier à un autre, ton bien peut être très dur à louer, très dur à revendre. Enfin, tu me diras peut-être comme dans toutes les villes de France, mais tu vois, si tu prends à Lens, le Louvre a ouvert, ça a tiré tout un quartier vers le haut, et sur un autre quartier à côté d'un autre stade, qui n'est pas connu, parce que le RC Lens n'y joue pas, donc c'est pas connu, mais typiquement, tu vois, le quartier est en train de s'effondrer tout doucement, alors que c'était proche d'un centre-ville, et donc ça a toute cette capacité à pratiquer chaque quartier qui t'aide, et aussi parce que tu as acheté, tu as des locations, donc tu vois ce qui se loue plus vite, moins vite, et à quel prix. Bon, ça c'est universel, l'immobilier. Moi je le répète souvent, immobilier égale immobile. Si tu connais pas ton marché en local, ça fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas, effectivement. Et c'est d'ailleurs la force d'Artae, c'est qu'on a que des gens qui connaissent leur marché en local. Et c'est qu'aujourd'hui, tu es à Toulouse pour qu'on se rencontre et partager ton expérience. Mais toi, ta vie, elle est là-bas, ton quotidien est là-bas, ton histoire est là-bas. Et c'est ça qui est aussi une valeur forte, je trouve, et pour toi à titre personnel, et pour les gens que tu peux accompagner, évidemment, dont on va parler tout à l'heure. C'est ça, exactement. Et pour le coup, sur chacune des zones, tu as des nouvelles industries qui s'ouvrent et qui se ferment, parce que tu sais qu'on est passé par la crise du charbon, par la crise de la métallurgie. Et à côté de ça, tu sais, tu as des vrais pôles qui s'ouvrent, souvent logistiques chez nous, parce que tu es à la croisée des chemins. Tu es à 2 heures de Paris, 2 heures de Bruxelles. Et vraiment, il faut suivre tous ces projets. Alors, même si ça ne t'intéresse pas, tu vois, il faut suivre la vie économique, parce qu'elle va permettre de jauger les futures demandes. Et tu vois, par exemple, on est en train de voir la ville de Cambrai exploser en termes de prix au mètre carré, parce que tu as une vallée logistique qui a ouvert juste à côté. Ça amène du flux, ça amène la demande de logement, etc. Exactement. Donc il y a toujours un renouveau, c'est ce que tu dis aussi. C'est ça, exactement. Même s'il y a des choses qui se terminent, il y a toujours un éternel recommencement. C'est ça, exactement. Et on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur un des derniers projets là, que tu as fait pour le compte d'Artae, qui va être intéressant. Je pense au projet notamment de Patricia et Guillaume, que je connais aussi, c'est des gens qui habitent pour le coup au Canada. Donc j'ai ce point commun aussi avec eux, même si ils sont à Toronto. Mais je veux bien que tu nous parles un petit peu de déjà comment ça s'est passé au départ, quelle était la stratégie à adopter, et puis que tu nous donnes un petit peu le processus et puis les chiffres. Alors le projet de Patricia et Guillaume, c'est vraiment un projet hybride. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois ne pas avoir un effort d'épargne trop élevé, voire inexistant dans l'idéal, tout en restant dans une zone où le bien était liquide, donc je pourrais le revendre. Donc
Si tu veux, on est sur un pur projet hybride et surtout avec une possibilité de diviser à terme. Donc, tu vois, ça rajoute un petit peu de piment. Donc, c'est-à-dire que tu vas viser un immeuble, idéalement avec des compteurs séparés. Comme ça, tu limites les charges futures. Parce que tout l'intérêt dans un projet comme Patricia Guillaume, c'est le cash flow aujourd'hui, mais surtout, qu'est-ce que j'en fais dans 10-15 ans? Et là, c'était assez clair, quoi. Une revente, potentiellement avec une division. Ok. Comment c'est passé? Tu m'as présenté du coup Patricia et Guillaume pour vraiment tout faire depuis la genèse. J'ai bien identifié pour le coup les besoins et je leur ai présenté tout ce qui est la couronne d'Arras. Donc tout ce qui va aller concrètement, si on est à Arras ou la petite couronne, on va être sur du projet patrimonial. Et ensuite, tout ce qui va se positionner à 20 minutes. Arras a une particularité, elle ne vit pas de l'industrie, si tu veux, de la même façon, elle vit vraiment du service. Et elle est portée aussi par des Parisiens qui viennent y vivre et donc qui font monter le prix. C'est pas Bordeaux, donc, mais... non, c'est pas Bordeaux. Ouais. C'est pas Bordeaux, mais c'est un côté très patrimonial. C'est charmant. Quand tu passeras, tu verras, c'est vraiment top. Et donc, je me suis donné tout ce secteur de recherche, donc tout l'ouest d'Arras, jusqu'à Vennes-le-Comte, donc c'est là où j'ai trouvé, et tout l'est d'Arras, jusque Vitry, Brebière. Donc pour ceux qui connaissent, c'est aux portes de Douai. Sachant qu'eux ne connaissaient pas du tout la région. Pas du tout, ils sont non. du sud-est, voilà. Exactement, ils connaissaient pas du tout la région. Et là, on a pu les accompagner. Alors parce que, en fait, si tu veux, quand on leur parle d'une stratégie hybride, on leur a défini ce qu'était une stratégie hybride, est-ce que ça colle, on leur a expliqué quelles étaient les zones qui correspondaient et pourquoi ça répondait en fait. Parce que tu vois, si tu peux dire, et je le vois parfois sur des pubs, tu vois, Lens, 8% en colocation. Non, tu peux pas faire du lance à 8% en colocation, ça va pas. Il n'y a pas assez d'étudiants. Lance, c'est une stratégie à court terme. Tu peux sur le papier, mais... Oui, alors sur le principe. Alors c'est sûr que pour le prestataire, c'est confort parce que 8% à lance, c'est au moins 3 minutes de recherche. Mais par contre, dans les faits, voilà, c'était de les rassurer puis de les informer aussi pourquoi cette zone ne correspond pas, pourquoi on n'ira pas à Lens. Parce qu'effectivement, ils auraient eu un gros cash flow, mais par contre, le bien est beaucoup moins liquide. Et j'adore Lens, j'y suis né, j'y ai grandi, mais ça correspond pas en termes de stratégie immobilière. Ensuite, on a fait les recherches, ça a pris 62 jours exactement à signer le compromis, ça c'est très précis. Ce qui est notre délai moyen en général, 2 mois, 60 jours. C'est à peu près ça, sachant alors j'en avais trouvé un autre, on est passé à côté, dans le centre-ville de Douai. On s'est fait passer devant par un autre investisseur. Alors c'est un peu le défaut du Nord, c'est que tu as pas mal d'investisseurs du coup. Mais et on a trouvé celui-ci qui correspondait à tous les critères, un bâtiment très sain, rénové. Le jour où on a besoin de faire une intervention, tout est accessible. Typiquement, il y a un assainissement à la cave, on en parlait tout à l'heure. Mais tu vois, donc plutôt simple, tu as 7 000 € de travaux à faire, tu as une chaudière. C'est quoi les travaux là? Tu as une chaudière et en fait, tu as une plaque de cuisson gaz mais qui n'est pas rattachée au gaz, donc c'est avec la bouteille. Ok, ah oui. Donc passer en élect. Oui, ça sert à rien, qu'on va juste passer. Tirer une ligne élect. On va tirer un 6 carré, puis on met une induction, et puis voilà. Le tableau était prêt pour accueillir. Donc, franchement, il y a un local commercial, je crois. Il y a un local commercial au rez-de-chaussée, qui est en exploitation depuis 15 ans, avec une dirigeante qui a 43 ans, et qui est l'ancienne propriétaire. D'accord, ok. Donc, tu vois, ça nous a permis de c'est elle qui vend l'immeuble? Qui vend entièrement qui a vendu l'immeuble à Patricia. Elle vend l'immeuble, et elle reste en exploitation. Et donc, ça nous a permis de négocier le loyer. Négocier le loyer et le prix. Alors, c'est un peu différent, du coup, quand tu fais une approche, tu es en train de négocier le prix de revente, mais le futur loyer en même temps. C'était un peu particulier. Mais donc, oui, c'est assez particulier. Par contre, voilà, le commerce va bien, ça tourne. Et puis surtout, c'est pratique d'avoir l'ancienne propriétaire là, si tu veux, parce que dès que tu as une question, elle a la réponse. Donc, c'est très facile. Tu as les chiffres en tête? Oui. Le global projet, on est à 232 000 de mémoire. C'est abordable comme projet. Oui, c'est ça. C'est 232 000. On devrait finir à 225 parce que j'avais prévu 15 000 de travaux. Parce que il y a toujours quelque chose que tu vois pas. Donc, puis c'est l'ADN d'Artae de toujours prévoir un petit peu protéger plus, au cas où. Que le client ait plutôt des bonnes surprises que des mauvaises. Quoi. C'est ça. Il me reprochera jamais d'avoir 5 000 € en moins. Donc du coup, si tu veux, on devrait finir autour de 227. On est un peu plus de 9% de renta. Donc tu es à 850 € pour le local. Tu veux dire rendement brut? Ouais, rendement brut. Rendement brut. 850 € en bas et 650 pour l'instant en haut. Je pense qu'on peut aller un peu plus haut pour être honnête, mais de la même façon de ce dont on parlait, tu vois, je préfère dire à Patricia Guillaume, ça va se louer 650. Si ça se loue plus cher, ils m'en voudront jamais. Ouais, c'est clair. Et une particularité, c'est qu'un morceau de la taxe foncière est prise
par le local commercial. Donc, si tu veux, ça vient booster aussi le cash flow sur un projet plutôt hybride. Donc, ça, c'est agréable. Ce que tu dis sur les loyers aussi, c'est intéressant parce que comme on fait la gestion locative derrière, c'est ce qu'on fait sur la plupart des villes où on est bien implanté, on va pas se tirer une balle dans le pied, nous aussi, à dire à un client, ça va se louer 650 si on n'y arrive pas derrière. Parce que oui, c'est ça, on a tout intérêt à ce que ça fonctionne. Voilà. Quand tu es responsable de l'étape d'après, c'est toujours plus engageant envers le client. La différence, je le répète parfois, mais d'un formateur qui va juste te donner un truc et qui s'en lave les mains, ou d'un coach qui va juste te dire quoi faire et qui va s'en laver les mains aussi, parce que c'est toujours ta faute et jamais la sienne. Oui, c'est exactement ça. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, tu vois, je le vois avec Patrick Guillaume, le fait d'aller suivre les travaux. Tu vois, les devis travaux arrivent dans les temps, mais surtout au prix annoncé, tu vois, et c'est agréable en termes de relations. Ils ont que des bonnes surprises de la part d'Artey, et ça, c'est agréable à la vie. Même pour nous, tu vois, quand on accompagne les clients, c'est beaucoup plus confortable. Ouais, je suis d'accord. Tout se passe, tout est beaucoup plus fluide, ça se passe mieux, l'ambiance est bonne, tout le monde dort mieux. C'est ça. Et franchement, on a déjà pas mal d'autres raisons de mal dormir, donc on va pas se créer des problèmes. Et après, bon, là, tu accompagnes aussi d'autres clients, ça peut être des projets totalement différents, il n'y a pas que l'immeuble, il peut y avoir, comme tu disais, la maison, autre chose. Tu peux avoir du projet à 100, 115 000 euros dans le Nord, avec de la maison. Il n'y a pas de nécessité de faire... c'est le projet mini qu'on est capable de faire, c'est... Allez, 100, 115, tout compris. Non, tu peux faire du plus petit projet, mais à 70, 75. Ouais. Tout compris tout compris, tout compris sur du petit studio. Ouais. Mais c'est, en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est dommage parce qu'à 30 000 euros près, t'es pas en copro, t'es en monopropriété, t'as une maison. C'est l'avantage, tu vois, et typiquement, moi, j'ai aucune copro dans le Nord. Maintenant, on peut faire du plus petit dans le Nord. C'est la force que l'on a. Mais peu d'intérêt dans la stratégie régionale, parce que le studio, tu as peu d'étudiants, tu as des travailleurs, donc si tu as un CDI, même si tu es jeune, tu vas pas t'orienter vers un studio, et tu as cette opportunité à 30 000 euros près. 30 000 euros sur 20 ans, c'est oui, bon, surtout avec du levier bancaire, en plus, à apport équivalent, t'empruntes plus, donc en général, le TRI est meilleur aussi. On est d'accord, et donc ça va être l'entrée, et après, on peut aller sur du projet à 550 000, actuellement, là, sur du gros immeuble, de 5, 6 lots, ça, on est capable aussi. On peut aller vers Lille, donc là on pourrait monter beaucoup plus haut, mais Lille a quand même un point noir, il faut en parler, c'est l'encadrement des loyers. Qui va peut-être ne plus exister dans quelques mois, mais... oui, voilà. Peut-être. Voilà. Alors pas l'encadrement, le plafonnement des loyers, c'est pire, c'est pire, oui. C'est la peste et le choléra. Mais, oui, parce que dans l'encadrement, tu as l'encadrement de la révision des loyers et tu as le plafonnement des loyers, et donc il y a... Voilà. Par exemple, Toulouse n'est pas concerné par le plafonnement, mais concerné par l'encadrement. Et tu es libre sur une mise en location. Fixé, mais tu n'es pas libre pour augmenter. C'est ça. Alors là tu es plus libre pour fixer non plus. Voilà, c'est ça. Tu es propriétaire, mais pas trop. Il y a un prix au mètre carré, grosso modo. C'est ça, exactement. Tu peux faire des compléments. En vérité, pour le vivre à Lyon, parce qu'on est quand même bien implanté à Lyon, franchement, les gens font quand même beaucoup de compléments de loyer. Y compris même Cindy qui est à Lyon chez nous, qui travaille, le subit en tant que locataire. Il a quand même collé sur un appart, il a quand même collé 200 euros de complément de loyer, son propriétaire, parce qu'il y a 2 balcons et que l'appart est hyper bien rénové. Alors que bon, c'est discutable. Mais voilà, je sais pas dans quelle mesure, honnêtement, moi je conseille à personne d'aller en dehors de la loi, bien évidemment, mais je sais pas dans quelle mesure il y a des vérifications, et surtout, c'est assez arbitraire, parce que... Alors, le contrôle, je ne sais pas comment il se passe. Le texte, pour l'avoir suivi à Lille, t'indique qu'il doit avoir quelque chose qui sort du commun, qui n'est pas reproductible facilement, et dans le cadre. Alors, c'est pas scientifique, ça. C'est ça, tu vois. La prochaine fois, je prends un mur en bleu, du coup. Non, mais c'est comme le critère de luminosité en permis de louer. Je suis désolé, c'est pas scientifique. Soit tu dis, c'est X lumens à X mètres d'une fenêtre. On est d'accord. Soit tu dis, enfin, je sais pas, mais... Tu peux pas dire, il faut... Nous, par exemple, dans une mairie, là, avec un permis de louer qu'on connaît bien, il faut pouvoir lire un livre au milieu de la pièce. Mais si la personne qui fait ça a une mauvaise vision, tu vois, ça n'a rien de scientifique. D'un moment, et puis bon, elle va me dire, moi, j'arrive pas à lire. Oui, moi, j'arrive à lire. Bon, on fait quoi alors? Tu vois. Alors, le permis de louer, j'ai un avis très particulier. Alors, je m'entends bien avec les deux auditeurs qui sont... Enfin, les deux auditeurs, c'est ceux qui auditent dans mon secteur. C'est parce qu'il y a aussi les auditeurs du podcast, c'est pour ça que je m'en mets les pinceaux. Mais tu vois, les deux auditeurs sur la zone, je m'entends très bien avec eux, ils sont très constructifs. Mais par contre, au stade d'avant, sur les mairies, des fois, ça bloque. Si tu veux, par exemple, c'est un diagnostic gaz
où il y a une anomalie qui n'est pas obligatoire de corriger, mais il faut penser à le faire, eux vont te bloquer le permis de louer. Donc, tu rentres un peu dans une bataille. Ils te mettent même pas une réserve à faire d'ici le... Alors, si, ils te disent il faudra que le propriétaire le fasse dans les plus brefs délais. Mais dans les plus brefs délais, ce n'est pas scientifique. Okay. Et donc, si tu veux, les mairies te bloquent là-dessus. Mais en fait, tu peux pas avoir un premier texte qui te dit fais-le quand tu veux, et un deuxième qui te dit fais-le tout de suite. Il faut se mettre d'accord. Et tout ça, c'est plus une bataille au niveau des mairies, je trouve. Tu vois, les personnes qui font les audits sont plutôt force de proposition. Ils te donnent leur ligne directe. Souvent, je les appelle avant de déposer le permis de louer quand j'ai le moindre doute. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. Ok. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose sur le permis de louer. Je pense que c'est une bonne chose, franchement, pour assainir le marché, parce qu'on voit quand même des trucs qui sont vraiment loués dans un état pitoyable. Après, il y a des locataires aussi qui l'acceptent parce qu'ils n'ont pas trop d'autres choix. Mais je trouve que c'est pas rendre service aux locataires, c'est pas se rendre service à soi-même en tant que propriétaire d'un bien immobilier. Par contre, c'est rendre service à des investisseurs qui peuvent arriver derrière et acheter ça un peu à la casse. Beaucoup moins cher, ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je trouve que en tout cas, ça part vraiment d'une mission qui est plutôt louable, je trouve, d'assainir l'insalubrité un peu des logements. Non, clairement, alors il y a deux avis. Concrètement, le permis de louer fait peur aux amateurs, et donc tant mieux. Ouais. Et à côté de ça, tu peux quand même rouler, si tu veux. J'ai une VMC qui recrache l'air entre les deux planchers. Ah ouais. Par contre, au permis de louer, tu viens, la VMC fonctionne. Tu vois, donc oui, parce qu'il va te mettre un truc de PQ, ok, ça aspire, ça aspire, et c'est tout. Mais t'as les petites baguettes aux fenêtres, c'est bon, ça fait circuit d'air. C'est ça, sur le principe, ça fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est bien. Il pourrait aller plus loin pour moi. En tout cas, tu vois, pour des investisseurs sérieux qui font ça bien, ça serait utile qu'ils aillent plus loin sur le permis de louer. Mais par contre, ça commence à assainir et à écrémer. Franchement, c'est top, parce qu'on arrive à aller chercher sur des projets qui devraient être à 8-9% de rendement brut. Tu arrives à aller chercher du 10-11% parce qu'ils sont obligés de passer par là. Ils maîtrisent plus. Le DPE commence à dévisser. Le permis de louer passe plus. Et il passe par des artisans qui n'appellent pas souvent, donc ils se font allumer sur les prix, et c'est là où on arrive. Ouais, c'est vrai. Bon, intéressant en tout cas de voir que tu maîtrises parfaitement tous ces sujets, du fait de ton parcours perso, du fait des projets clients aussi que tu accompagnes, parce que finalement, on monte toujours en compétences chaque jour. Souvent, on n'est pas parfait, personne ne l'est, ni un agent, ni un notaire, ni nous, ni le client. Et c'est aussi toute cette multitude au final de partenaires qui gravitent autour de nous, d'historiques, d'expériences au sein de l'équipe et autres, qui fait que finalement, on arrive à accompagner nos clients. C'est sûr, et pour déranger Arthur très souvent, je peux te dire je peux dire que je prends du coup beaucoup d'expérience aussi. On est hyper complémentaires tous, donc c'est bien aussi. Et finalement, le client a un interlocuteur, mais arrive à bénéficier de pas mal de choses. Dernier sujet, tu t'apprêtes là à lancer un podcast. Exactement. Qui va s'appeler La Brique du Nord. La Brique du Nord. Ici, on a la brique foraine, la brique de Toulouse, la brique rose, qui n'est pas rose d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on l'appelle comme ça. Donc, La Brique du Nord, c'est un podcast qui va parler de quoi ? Alors, c'est un podcast qui va parler des agents immobiliers du Nord. Ok. D'accord, donc là, je sais que tu le découvres en même temps, en plus. Donc, tu es en train de le faire en live, parce que c'est pas ce que tu avais en tête. Non. Alors, toute l'équipe est au courant. Mais comme ça me va, tu vois. Je pense qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de tout. Pas du quotidien. Parce que c'est géré de manière parfaite. Là, donc, des agents immo du Nord, fort de deux constats. Le premier, c'est que c'est quand même une profession qui est souvent dénigrée. Ouais. On les appelle les porte-clés. Tu vois, on peut rigoler en disant c'est quoi la différence entre un tableau et un compteur. Ouais, c'est ça. Typiquement. Petite référence. Et donc, tu vois, je pense qu'on peut redorer le blason, parce qu'en fait, un agent immo qui travaille bien t'aide beaucoup. Que ce soit en tant que vendeur, mais aussi en tant qu'acheteur et investisseur. S'il estime bien qu'il, entre guillemets, vend pas son âme pour avoir un mandat, c'est clairement une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. Et la deuxième, c'est que c'est très complémentaire aussi, très complémentaire avec Artae. Parce qu'aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup d'agents immobiliers et qui connaissent bien leur secteur. Et souvent, tu vois, moi je suis sur un triangle, donc il y a quand même plus de 200 000 habitants sur ce triangle, mais les agents sont sur une ville ou un quartier, et eux arrivent encore à être meilleurs que moi dans la connaissance local, presque à la rue, quoi, tu vois, presque à la rue. Et donc on va lancer ça avec ma fiancée. Et on va aller les interroger et surtout donner de la valeur ajoutée en termes de connaissances immobilières du Nord.
Ok, trop bien. Ça sort quand? Ça sort probablement dans 1 mois et demi. Donc là, on est début juin, donc ça, mi-juillet. on l'aura pour l'été. Pour l'été. Parce que ma fiancée va accoucher entre-temps. Eh oui, Donc je sais. on C'est veut pour ça que tu es venu cette semaine et pas la semaine prochaine. C'est ça, exactement. Il y avait danger. Exactement. Bon, là aussi, il y a danger actuellement, mais a priori, personne n'est venu. Bon, donc, ce soir, tu es de retour. C'est ça. Et donc, on va en tourner forcément 4-5 d'avance, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc voilà, pour mi-juillet, en tout cas, ça devrait être lancé. Ok, trop cool, j'ai hâte. On mettra le lien dans la description de l'épisode quand le podcast sera live et qu'on aura le lien définitif, évidemment. On peut le faire peut-être tout de suite, mais on le fera plus tard. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou clôturer, donner un conseil, ou je sais pas, ce que tu as envie, c'est ton temps de parole. Non, mais d'une manière générale, tu vois, j'y pensais sur la route. C'est vraiment parce que je parlais avec mon voisin dans l'avion, et du coup, on en vient au fait de faire de l'investissement. Et on en parlait, faire de l'investissement, c'est facile, mais c'est pas simple. Et en fait, c'est très con, quoi. Tu vas, tu visites, tu signes, t'achètes, et franchement, si t'es pas extrêmement mauvais, dans 20 ans, t'as emmagasiné une grosse somme. Par contre, c'est pas simple parce que t'as une charge mentale. La somme que tu vas accumuler en 20 ans peut être vraiment différente. Tu peux avoir des moments de cash squeeze. Alors, cash squeeze, tu vois, c'est le fait de ne plus avoir d'argent et d'apprendre à jongler. Il y a une capsule d'ailleurs sur le podcast que j'avais faite qui explique ce qu'est le cash squeeze. C'est un concept dans lequel il ne faut pas tomber. Oui, il faut pas tomber. Alors des fois, tu t'en approches. Et ça, c'est la réalité d'un investisseur. Et du coup, forcément, je lui ai dit que j'étais consultant pour Artae. Et en fait, ça t'enlève quand même une énorme charge mentale. Tu vois, là, je le vois avec les clients que j'accompagne. En fait, ils sont vraiment bordés, quoi. Ils ont des conseils, ils savent ce qu'il faut faire, pas faire. Ils profitent en fait de conseils que j'aurais adoré avoir il y a 12 maisons. Et ils montent en compétences en même temps. C'est ça. C'est pas parce qu'on exécute pour eux qu'ils montent pas en compétences. Mais justement, je leur dis toujours, en fait, tu délègues vraiment l'opération, par contre, tu restes décisionnaire. Et pour prendre la décision, il faut que je t'ai donné toute l'info. Donc, franchement, un projet, quand je vois le avant-après du niveau des locataires, enfin des futurs propriétaires, si tu veux, et c'est impressionnant parce que ne serait-ce qu'ils prennent mes explications à chaque visite de bien, ils ont gagné 5-10 ans d'expérience avec un projet. Et donc, non, vraiment, si je devais passer un mot, c'est passer par Artae. Parce que vraiment, je vois la charge mentale de mes clients versus celle que j'ai vécue quand j'étais à leur stade. Et c'est agréable à voir parce que tu fais du bien. Mais en tout cas, moi, ce qui me surprend toujours, c'est les gens qui préfèrent mettre 5 000 € dans une formation sur laquelle ils vont jamais souvent aller au bout, parce qu'il y a 80% des gens qui prennent une formation qui vont pas au bout, ou qui vont donner 6-7 000 € à un coach en immobilier qui ne sera même pas du secteur, même pas du cru, qui pourra pas les conseiller dans tout ce qui est vraiment très crucial, en fait. C'est bien acheter au bon endroit, au bon moment, bien louer, savoir s'il y a une tension, etc. Parce que c'est ça l'immobilier. Et qui rechigne à se faire accompagner pour quelqu'un qui va aller sur le terrain, qui va suer, qui va être dans l'opérationnel toute la journée et qui va exécuter à leur place, en leur faisant gagner pas mal de temps et pas mal de charges aussi, tu vois. Et puis c'est le côté, ok, je décide et je délègue, quoi. Voilà, pour un prix qui est franchement à peine supérieur à une formation à la con que tu peux trouver avec ChatGPT aujourd'hui, clairement. Enfin, franchement, aujourd'hui, je me demande, vous qui nous écoutez, si vous venez d'acheter une formation là sur les 6 derniers mois en immobilier, je comprends même pas pourquoi vous l'avez fait, alors qu'aujourd'hui, avec un Gemini, un ChatGPT, un Claude, vous pouvez avoir une bonne, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'à une époque, alors je pense que je suis un peu plus jeune que toi, on n'en a jamais parlé, mais tu vois, il y a déjà 5-6 ans, tu n'avais pas le choix parce que tu n'avais pas tout ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi j'en ai pris des formations, je regrette pas, mais par contre, c'est sûr que la valeur ajoutée versus le fait d'enchaîner les projets, c'est sans commune mesure. Et prendre une formation, si tu passes pas à l'action derrière, ça ne te sert à rien. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, effectivement, c'est toujours étonnant de se dire, je vais prendre une formation. En général, tu les vois 1 an plus tard. Tu les revois un an plus tard. Ils ont juste perdu 5 000 €. C'est ça. Et bisous à tous les formateurs, bien évidemment. Merci, David, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Je te propose que maintenant, on aille déjeuner avec grand plaisir. Avec des spécialités toulousaines. Me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Moi non plus, mais du coup, on pourra découvrir. Mais on peut peut-être manger du canard. Avec plaisir. On pas manger beaucoup dans le nord. Non, c'est rare. Voilà. C'est rare. Merci encore. À très vite et puis plein de bonnes choses aussi pour la suite là avec le deuxième bébé qui arrive et tout. Donc, merci à toi. À bientôt. Ciao.